Le Parti communiste chinois vient de tenir son 20e congrès national. C'est un événement crucial dans la vie politique du pays, gouverné par un parti unique et qui n'arrive que tous les 5 ans, sauf sous Mao qui s'en foutait. Le Parti communiste chinois, c'est un système pyramidal parfait. Ce sont 2296 délégués qui se sont réunis au palais de l'Assemblée du peuple. Ils représentent plus de 90 millions de membres du PCC et ils devaient élire le comité central. Ce comité central, il compte 205 membres qui devaient à leur tour élire le politburo, 24 membres et pas une seule femme. Ces 24 hommes donc devaient quant à eux désigner qui, parmi leurs rangs, ferait partie du comité permanent, 7 personnes. Enfin, c'était au comité permanent du politburo de choisir lequel d'entre eux serait le secrétaire général du parti. Pas de surprise, c'est Xi qui a été réélu pour un 3e mandat. Mais l'événement qui a marqué tous les esprits, c'est celui-ci. Hu Jintao, le prédécesseur de Xi Jinping, a été escorté hors de la salle devant les caméras et avant la clôture du congrès. La version officielle voudrait que Hu se soit senti indisposé. Mais certaines questions sont légitimes. Pourquoi avoir attendu que la presse soit entrée dans la salle? Pourquoi l'avoir empêché de consulter les dossiers papiers qu'il avait sous la main? On ne saura jamais la vérité, mais c'est probable que l'on a assisté en temps réel à une purge. Une façon pour Xi de couper les ponts avec le passé et de marquer l'entrée dans une nouvelle ère. Mais on peut avoir un doute. Hu Haifeng, le fils de Hu Jintao, est le secrétaire du parti communiste de la ville de Lishuai. S'il ne lui arrive rien dans les prochaines semaines, alors on pourra estimer que la purge n'en était pas vraiment une. Après, ça reste une supposition. Bref, le changement le plus radical, c'est la reconduction de Xi en tant que secrétaire général du parti communiste chinois. Une précision quand même. Contrairement à ce qu'il se dit dans la presse généraliste, il n'y a pas de limite au nombre de mandats pour être secrétaire général du parti. C'est le nombre de mandats présidentiels qui était limité par une réforme de la Constitution par Deng Xiaoping. Une réforme qui a été abrogée il y a quelques années et probablement pas par hasard. Car même si c'est pas systématique, il est d'usage que ce soit le secrétaire général du parti qui assume la présidence du gouvernement chinois. Sauf que Xi Jinping, il a déjà été président 2 fois. En le nommant une 3e fois secrétaire général du parti, la porte est grande ouverte pour un 3e mandat présidentiel dont l'élection devrait normalement se tenir en mars 2023. Xi prépare son coup depuis longtemps quand il a fait sauter la limite de 2 mandats successifs. Bon, tout ça, c'est des détails. La caractéristique principale du système de gouvernance chinois, c'est que le parti est le cœur du pouvoir, pas l'État. C'est la constitution de la République populaire de Chine qui le dit, donc pas vraiment étonnant en soi. Par contre, c'est bien un régime à parti unique, et c'est Xi Jinping qui mène la danse. Il se distingue très clairement de ses prédécesseurs Hu Jintao et de Jiang Zemin. En fait, depuis la mort de Mao en 1976, chacun des dirigeants chinois était moins puissant que celui d'avant. Mais cette tendance, elle s'est interrompue avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. Alors, quel est l'impact réel de Xi sur le régime communiste chinois? Comment a-t-il réussi à consolider sa position malgré la pandémie? Et surtout, à quoi peut-on s'attendre dans un avenir proche? On va répondre à toutes ces questions et bien d'autres, mais d'abord, piqûre de rappel historique. L'héritage de Deng Xiaoping. Alors, on va citer Confucius. Peu importe la lenteur avec laquelle vous avancez, du moment que vous ne vous arrêtez pas. C'est précisément ce que Deng Xiaoping a dû penser après la mort de Mao. Le grand timonier a causé beaucoup de dégâts. Des dizaines de millions de personnes sont mortes sous son règne. En fait, durant le grand bond en avant, entre 58 et 62, il décréta qu'il fallait exterminer tous les moineaux du pays. Ouais, vous m'avez bien entendu, les moineaux. En fait, d'après Mao, chaque moineau dévorait 2 kg de récolte par an. Ces petits nuisibles tout mignons qui profitaient de la sueur des fermiers chinois. S'en est suivi une terrible famine entre 59 et 61. Ben ouais, les sauterelles bouffaient en toute insouciance les moissons du pays, elles avaient plus de prédateurs naturels. Et on vous a pas encore parlé de la révolution culturelle qui a démarré en 66 et s'est finie en 76 à la mort de Mao. Bref, fin de l'aparté. Deng Xiaoping succède à Mao Zedong et doit endosser la lourde responsabilité de reconstruire son pays. Pour l'anecdote, il n'a jamais été président ou secrétaire général du parti. Par contre, en tant que membre du comité permanent du Politburo, il a bien présidé la commission militaire centrale de l'État. En Chine populaire, l'armée populaire de libération répond au parti communiste et pas à l'État. Donc, Deng Xiaoping ouvre l'économie chinoise au monde à travers un vaste programme de réforme et pose les fondations du capitalisme aux caractéristiques chinoises. Pardon, le socialisme aux caractéristiques chinoises. Mais Deng a aussi modifié les règles de la gouvernance chinoise. C'est lui qui a introduit la limite des 2 mandats présidentiels sur 10 ans et une limite d'âge pour les membres du Politburo. Par contre, il n'a pas fait de gaieté de cœur ou par conviction idéologique. C'était une manière détournée de pousser ses adversaires les plus âgés vers la sortie, mais aussi d'éviter qu'un seul dirigeant, Mao hier et Xi aujourd'hui, puisse s'arroger tous les pouvoirs jusqu'à sa mort. Et puis le système, il présentait malgré tout un visage vertueux. La progression hiérarchique au sein du parti reposait sur le mérite. Les hauts fonctionnaires pouvaient espérer une promotion si leurs résultats étaient à la hauteur des attentes du parti. C'est donc ce modèle, le socialisme aux caractéristiques chinoises, qui constitue le principal héritage de Deng Xiaoping. Ce socialisme est imprégné de confucianisme, le chef est puissant, mais il doit être intègre, méritant.
De la même manière, les héritiers devaient éviter à tout prix de critiquer le parti et son dirigeant. La seule exception notable, c'était en 80, quand le parti a désavoué Mao Zedong en reconnaissant que la révolution culturelle avait été une affreuse erreur. À part pour cet épisode précis, le respect pour l'autorité suprême est devenu un leitmotiv du régime. Quant à Jiang Zemin et Hu Jintao, ils ont suivi cette ligne qu'avait fixée Deng Xiaoping en évitant à tout prix de critiquer l'action du régime, notamment la décision de Deng d'envoyer l'armée nettoyer la place Tiananmen en 89. L'intérêt collectif l'emportait toujours sur l'individu. Quand on dit l'intérêt collectif, on parle évidemment de l'intérêt du parti et pas celui du pays. Bref, après Deng Xiaoping, chaque secrétaire général a eu son propre slogan pour définir les priorités du parti et de la population chinoise sous sa présidence. Pour Jiang Zemin, ce fut l'annonce en 2000 des Sange Daibiao, les 3 représentations. En très gros, ça venait à affirmer que le parti protégeait les intérêts de ses citoyens, qu'ils soient issus de la classe ouvrière, de la classe moyenne ou de l'élite économique. C'était une manière d'intégrer dans les rangs du PCC ceux qui avaient profité de l'ouverture économique du pays après les réformes de 78. Deng Xiaoping et Jiang Zemin avaient une approche très spéciale du communisme. Pour Hu Jintao, ce fut le Keshui Fajiangguan, le concept de développement scientifique qui devait permettre d'aboutir à une société harmonieuse, le cas principal de Hu Jintao. Cette idéologie, rendue publique en 2007, consiste à rééquilibrer les inégalités qui ont été accentuées par la très forte croissance de la Chine durant les décennies précédentes. Mais l'arrivée de Xi Jinping a tout changé. Alors que ses prédécesseurs étaient des technocrates, lui a remis de l'émotion dans la vie politique du pays. Il a fait appel à l'imaginaire collectif de la nation chinoise, la grandeur de l'Empire céleste. L'enveloppe idéologique qu'il a choisie, le Zhongguomeng, le rêve chinois. The Chinese Dream. Allez, c'est reparti pour une citation de Confucius. Je dois avoir la tête toujours froide, le cœur toujours chaud et la main toujours ouverte. Xi Jinping ne s'est pas seulement contenté d'appliquer cette recommandation, il en est l'incarnation même. Déjà, dès les premiers jours de son accession au pouvoir, il avait déclenché une purge au sein du parti. Plus d'1 million de membres furent virés ou emprisonnés. Il s'agissait en principe d'une lutte contre la corruption, mais dans les faits, il s'agissait surtout pour Xi Jinping de se débarrasser de ses adversaires. D'ailleurs, aucun autre président n'avait assis sa domination sur le pouvoir aussi rapidement que Xi Jinping. Jiang Zemin avait eu besoin de 6 ans pour y parvenir et Hu Jintao, lui, n'a jamais réussi. Donc ça, c'était pour le génie stratégique de Xi. Dans la citation, la tête froide. Pour ce qui est du cœur chaud, Xi a en quelque sorte prouvé sa bienveillance envers le peuple chinois en mettant l'accent sur l'importance du rêve chinois. Et d'ailleurs, ce nom, il n'a pas été donné au hasard. C'est une référence directe à l'American Dream, le rêve états-unien, un idéal de prospérité, une terre d'opportunités en principe. Sauf que le Zhongguomeng, le rêve chinois, repose sur cette idée de résilience du peuple chinois, de la grandeur passée de son empire et surtout du Banyan Guozhi, le siècle de l'humiliation. C'est la période qui a suivi les guerres de l'opium qui se sont soldées par la défaite de la Chine en 1839. Et cette période, elle s'est conclue lors de la proclamation de la République populaire de Chine en 49. L'empire des Qing a laissé la place aux puissances étrangères de l'époque. Le Royaume-Uni et la France d'abord, les États-Unis, le Japon et la Russie plus tard. Le Parti communiste chinois n'hésite pas à mettre l'accent sur le rôle qu'il a joué dans la libération du pays en omettant complètement celui de Kuomintang et de Chiang Kai-shek. Par contre, Sun Yat-sen, lui, est bien présent dans la légende de la libération de la Chine, sauf qu'en Chine populaire, on l'appelle Zhongshan. Pour résumer, avant le siècle de l'humiliation, le PIB chinois représentait un tiers de l'économie mondiale. En 1960, il ne pesait plus que 4%. Par contre, il a réussi à remonter pour atteindre en 2022 les 16% du PIB mondial. Aujourd'hui, le régime rêve de voir une Chine servir d'exemple au monde, que ce soit du point de vue de sa prospérité économique ou de l'épanouissement de sa population. Il suffit juste de se balader dans une ville chinoise pour s'en rendre compte. Les slogans et les affiches de propagande étatique sont absolument partout. Ça dépasse largement les médias traditionnels. Et maintenant, même l'industrie du divertissement est concernée. Les cinémas chinois contraints de diffuser des films de propagande. Bon, rien de vraiment nouveau. Après tout, ça reste un état autoritaire. Le truc, c'est que plus récemment, même les stars du showbiz se sont ralliés au parti. Chine, après les dirigeants communistes, les stars aussi se rallient à Xi Jinping. Du coup, on a eu droit à des déclarations un peu niaises comme celle-ci. 国家好，民族好，大家才会好。只有每个人都为美好梦想而奋斗，才能汇聚起实现中国梦的磅礴力量。 Bon, le cas de Jackie Chan est un peu à part. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il veut adhérer au parti. Par contre, on peut légitimement s'interroger si les autres le font de leur plein gré ou pas. La tenniswoman Peng Shuai, Jack Ma, Fan Bingbing en Chine, la vieille stratégie de la disparition forcée. Depuis des décennies, la Chine a pris l'habitude d'enlever ou d'astreindre à résidence des personnalités et d'autres opposants au régime qui n'adhèrent pas à la ligne du parti. Alors, le contrôle de la société chinoise repose d'une part sur la propagande d'État et de l'autre sur la censure. Rien, absolument rien, n'échappe au contrôle du régime, que ce soit sur la presse ou sur les réseaux sociaux. L'accès aux plateformes sociales ou informatives occidentales est bloqué. YouTube, Instagram, Twitter, la fameuse grande muraille virtuelle. En Chine, Wikipédia est bloqué dans toutes les langues.
Du coup, les internautes chinois font preuve de créativité pour contourner la censure. Comme le hashtag MeToo est interdit en Chine, les Chinois écrivent Mi, qui veut dire riz, et Tu pour dire lapin. Si vous les mettez ensemble, on peut dire MeToo. L'autre méthode pour contourner cette censure, ce sont les VPN, qui sont tolérés par les autorités pour que les étrangers ne se sentent pas complètement asphyxiés. Mais très peu de Chinois s'en servent. Par contre, à l'approche de toutes les grandes réunions du parti, comme par exemple le 20e congrès, tous les VPN sautent une semaine avant le dit événement et restent hors d'usage jusqu'à la fin de l'événement en question. En revanche, l'anonymat sur l'internet chinois, c'est plus possible. Pour participer sur les forums ou s'inscrire sur les réseaux sociaux, faut créer un compte à partir de son numéro de téléphone, de son QQ ou de son WeChat. Pour ceux d'entre vous qui connaissaient pas, WeChat c'est une sorte de méga application qui combine Lydia, Amazon, WhatsApp, Bumble, Uber, tous anti-Covid et j'en passe. Bref, l'idée c'est que les autorités peuvent très facilement remonter jusqu'à l'individu. Et quand il s'agit du contrôle de masse, les innovations en Chine, il y en a tous les jours. En Chine, la police utilise des lunettes de soleil à reconnaissance faciale pour suivre les personnes. Il n'y a pas photo, la Chine est la superpuissance de la reconnaissance faciale. On estime qu'il y a plus de 600 millions de caméras de surveillance sur tout le territoire. Elles peuvent identifier plusieurs dizaines de personnes à la fois en quasi instantané. Depuis 3 ans, les opérateurs téléphoniques sont obligés de scanner le visage des clients. Évidemment, ces données sont ensuite transmises aux autorités. Bon, c'est l'éternel dilemme de la sécurité versus la sécurité. Sauf que dans le cas du régime communiste chinois, on n'est pas sûr qu'il le fasse pour garantir la sécurité de ses citoyens. Ça ressemble plutôt à un instrument de contrôle sur la population. Tout ça dans l'esprit de consolider le pouvoir du parti. Et le coronavirus a accéléré cette tendance. Le héros qui a vaincu le coronavirus. Allez, une dernière pour la route. Confucius a aussi dit « L'homme supérieur est vertueux, l'homme inférieur n'a conscience que de l'avantage ». On vous dit ça parce que Xi Jinping, il a été très malin. Aujourd'hui, il concentre tous les pouvoirs. Durant le gros de la carrière de Deng Xiaoping comme président de la Commission militaire centrale, le président de la République populaire de Chine, c'était Li Xiannian, le secrétaire général du parti, c'était Hu Yaobang, et le premier ministre, Zhao Ziyang. Xi Jinping, lui, est à la fois le président du pays, le secrétaire général du parti et le président de la Commission militaire centrale. En gros, celui qui préside la Commission militaire centrale, c'est le chef des armées. À la base, c'est pas une fonction cumulative avec le poste de président de la République, comme c'est par exemple le cas en France. Et cette toute-puissance est consolidée quand Xi Jinping a reçu, ou plutôt s'est attribué à lui-même, le titre de Hexin Linghang Zhangduo, l'âme du parti et son timonier. La pensée de Xi Jinping déclarée quintessence de la culture et de l'âme chinoise. Toute personne qui s'opposerait à Xi Jinping devient donc de facto un traître à la nation. La pensée de Xi Jinping est inscrite dans la Constitution. Xi Jinping incarne le parti et donc l'État dans sa globalité. En plus, ça s'est produit de son vivant. L'usage, c'était que ces idéologies soient inscrites dans la Constitution après le départ du dirigeant du pouvoir ou alors vers la fin de son mandat. Mais la présidence de Xi, elle va encore durer un paquet d'années. Alors certains lui trouveront toujours des excuses. On prétend que c'est une manière de garantir la croissance économique du pays et de faciliter l'épanouissement de la société chinoise. Mais dans les faits, c'est une régression des libertés individuelles. Le régime est en train de cadenasser la vie politique du pays. Xi Jinping n'est pas un président de plus parmi la cohorte des présidents chinois. C'est le président le plus puissant depuis Mao Zedong. Et le culte de la personnalité ne fait qu'entériner cette réalité. Autrefois, le comité permanent du Politburo, qui compte 7 membres normalement, était constitué des membres de factions différentes au sein du PCC. Li Keqiang, un proche de Hu Jintao et ex-premier ministre jusqu'à il y a très peu de temps, s'appelle au pouvoir de Xi Jinping par sa simple présence. Mais tout a changé durant le précédent congrès. Le nouveau comité permanent du Politburo ne compte plus que des alliés de Xi Jinping. Du coup, pas de décision collégiale, c'est la volonté du chef qui s'applique. D'ailleurs, l'une des possibilités qui permettrait d'expliquer l'expulsion de Hu Jintao du 20e congrès, c'est qu'il s'apprêtait peut-être à voter publiquement contre Xi Jinping, le désavouant par la même occasion et en public. Encore une fois, c'est juste une hypothèse. On va pas jusqu'à dire qu'il y avait du pluralisme auparavant. Ça reste un état parti unique, mais il y avait quand même des débats à huis clos. Certains d'entre vous pourraient être tentés de dire « Mais l'Assemblée nationale du peuple, elle compte plusieurs partis, non ?» Eh bah oui, c'est vrai. Le PCC détient 2/3 des sièges, le reste, c'est soit des sans-étiquette, soit des petits partis. Sauf que chacun des autres partis s'est engagé à reconnaître la souveraineté du PCC sur l'ensemble de la Chine. S'ils venaient à contredire le PCC, c'est leur existence même qui serait en jeu. Bref, les débats au sein du Politburo du Parti communiste, cette fois-ci, c'est fini. Donc exit Li Keqiang, l'ex-premier ministre, mais aussi son allié Wang Yang. Pareil avec Hu Chunhua, qui a longtemps été considéré comme un rival de Xi Jinping et un candidat potentiel au poste le plus prestigieux. Le dernier viré, un proche de Li Keqiang, c'est Chen Quanguo, l'ancien secrétaire du parti au Tibet et au Xinjiang. Un personnage très controversé pour sa responsabilité dans les violations des droits de l'homme des minorités tibétaines et ouïghours. Mais son départ ne signifiait pas pour autant la fin des persécutions contre les Tibétains et les Ouïghours. Bref, voici les 6 hommes qui gouverneront la Chine aux côtés ou plutôt aux ordres de Xi Jinping. D'abord, on a Wang Huning, celui qui a façonné l'idéologie de Xi Jinping. Ensuite, on a Ding Xuexiang, un proche qui voyage régulièrement avec Xi lors de ses déplacements, mais aussi Zhao
Zhao Leji, Cai Qi, l'ancien secrétaire du parti à Beijing, Li Shi, le secrétaire du parti dans la province du Guangdong, et surtout Li Qiang, qui a été secrétaire du PCC à Shanghai. C'est lui qui succède à Li Keqiang comme premier ministre de la République populaire de Chine. Chine, Li Qiang, un fidèle de Xi Jinping, futur premier ministre. C'est aussi lui qui a géré le confinement de Shanghai quand la pandémie a frappé la ville durant 2 mois en début d'année. Xi Jinping a fait de la lutte anti-Covid une priorité absolue. C'est la politique zéro Covid unique au monde, quitte à paralyser l'économie du pays et restreindre toujours plus les libertés individuelles. Au moment de l'enregistrement de cette vidéo, ce sont 60 000 touristes qui sont piégés dans un parc de divertissement à cause d'un seul cas de Covid. Covid-19, un cas positif, et Disneyland Shanghai confine tous ses visiteurs à l'intérieur du parc. Xi Jinping est obsédé par cette question et il récompense tous ceux qui ont su relever le défi. Le confinement de Shanghai avait été un calvaire pour ceux qui l'ont subi. 2 mois d'emprisonnement à domicile pour les résidents de la ville, selon les quartiers, des tests Covid presque tous les jours, des pénuries alimentaires, un accès aux soins chaotique, et puis les dégâts économiques ont été dévastateurs. On l'imagine assez facilement, la politique zéro Covid a dû être vivement critiquée au sein du précédent Politburo, mais ça risque pas d'arriver dans le nouveau Politburo. La nomination de Li Qiang au poste de Premier ministre est l'aboutissement, la concrétisation de la volonté du régime de maintenir cette ligne politique. Et pourtant, certains citoyens chinois font preuve de beaucoup de courage. Ils osent braver le système et dénoncent les abus de pouvoir du Parti communiste. Chine, le pont Xiaotong sous surveillance après l'affichage de banderoles contre Xi Jinping. Un homme déguisé en ouvrier accrochait des banderoles sur un pont routier à Pékin. Des slogans contre la politique sanitaire et surtout contre le président chinois Xi Jinping. Arrêté, l'homme a disparu. Comme d'ailleurs les images et les commentaires relatifs à l'événement, totalement censurés sur les réseaux chinois. Sur l'une de ces pancartes était écrit « Fête de la résistance, destituer le dictateur et le traître à la nation, Xi Jinping ». Et l'autre, voilà ce qu'elle disait. Vous vous rappelez tout à l'heure quand vous parlez de la limite d'âge fixée par Deng Xiaoping, vous savez, celle qu'il avait fixée pour se débarrasser de ses adversaires encombrants. Et bah, à 69 ans, Xi Jinping a clairement dépassé cette limite. Et Xi, il a bien l'intention de rester et pour longtemps. Peut-être jusqu'à sa mort, on sait pas. En tout cas, pour l'instant, il n'a pas encore désigné de successeur. Mais à part Mao Zedong, tous les dirigeants chinois ont cédé leur siège pour une transition pacifique du pouvoir. C'est très différent de l'Union soviétique, dont tous les dirigeants sont morts en fonction, à part Khrouchtchev qui a été destitué et Gorbatchev qui présidait un pays, l'URSS, qui avait cessé d'exister. Et puis, cette toute-puissance du nouvel empereur de Chine nous concerne tous. On commence à observer des excursions de plus en plus fréquentes des autorités chinoises à l'extérieur de leurs frontières. Des cas d'espionnage bien sûr comme toutes les puissances occidentales, mais aussi des tentatives d'ingérence ou de prise de contrôle d'infrastructures critiques pour les pays occidentaux. Les États-Unis arrêtent des espions chinois accusés de saper le système judiciaire. Avec ses annexes à Paris et dans toute l'Europe, le bras long de la police chinoise. La présence de plusieurs bureaux censés faciliter le travail des policiers chinois témoigne des pratiques extraterritoriales de Pékin. L'usage qui pourrait être fait de ces structures informelles inquiète. À Hambourg, la Chine consolide sa présence dans les ports européens. Et puis, en vrai, on sait pas si Xi, il va tenir en fait. Il fait face à plusieurs grosses difficultés comme l'essoufflement de l'économie et l'éclatement d'une bulle immobilière et financière qui pourrait contaminer l'ensemble du pays et le reste du monde. Le chômage chez les jeunes oscille autour de 20% et ceux qui bossent en peuvent plus du rythme Zhou Zhou Liu 996 de 9h du mat à 9h du soir, 6 jours par semaine. Les entreprises étrangères fuient le pays ou ralentissent leurs investissements. La dette des ménages est en train d'enfler en même temps que leurs biens immobiliers perdent de leur valeur. La redistribution des ressources est à la peine. Le PCC préfère investir dans la défense et dans sa lutte d'influence contre l'Occident. Xi Jinping priorise la loyauté du parti et de l'armée au bien-être de sa population. Les dépenses en sécurité sociale et l'aide à la relance économique post-Covid sont bien plus faibles que dans d'autres pays industrialisés. En somme, la politique zéro Covid du gouvernement chinois, c'est pas tant une question de sécurité sanitaire. Il s'agit surtout d'isoler la Chine du monde, de couper la population chinoise de l'influence occidentale et donc du risque de développer une conscience démocratique. Alors on vous a parlé dans d'autres vidéos de la nouvelle stratégie du régime chinois concernant son économie, la double circulation. D'une part, on cherche à attirer les investissements extérieurs et de l'autre, on fait tourner l'économie domestique en boostant la consommation. Et par consommation, le tourisme des Chinois en Chine, ça en fait partie. Les Chinois peuvent faire du tourisme chez eux, mais la sortie et le retour sur le territoire national sont très compliqués. Ça fait aussi partie de l'arsenal de sanctions économiques de la Chine dans le cadre de la guerre commerciale avec l'Occident, juguler l'afflux de touristes chinois qui claquent un max de pognon aux galeries Lafayette.
bienvenue dans l'utopie communiste aux caractéristiques chinoises du 21e siècle. Xi Jinping, c'est peut-être le secrétaire général du Parti communiste chinois, le président de la République populaire de Chine. Finalement, c'est aussi notre Big Brother à tous. Et toi alors, t'en penses quoi? La Chine réussira-t-elle à retrouver sa liberté? Est-ce que finalement, c'est pas le meilleur modèle de gouvernance pour ce pays? Xi est peut-être exactement ce dont a besoin la société chinoise. Dis-nous ce que t'en penses, on espère que t'as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, fais-la tourner à tes potes et nous, on dit à la prochaine. Manzhou.